il faut arrêter d'acheter du gaz, il faut transformer la Russie tout entière, pour l'instant, en un État paria. Que j'emmerde les boycotteurs. Plusieurs journalistes ici. J'emmerde les francs-maçons. Voilà. Pour moi, l'épilogue glorieux de ce qu'on appelle le printemps arabe peut et doit advenir en Algérie. Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas parler politique parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie parce qu'il y a longtemps que je suis en politique, mais on savait pas que les journalistes l'étaient autant lâches. Et qu'ils sont capables, oui, d'une lâcheté. On est lâche Oui, aujourd'hui. d'une lâcheté. Je vous Oui. pose des questions, vous n'y répondez pas. Le bruit, la fureur en permanence, le mensonge, la manipulation, les excès. On nous apprenait que il y avait un moyen pour vérifier la situation politique d'un pays, c'est de regarder l'état de la liberté de la presse. Et plus la presse était libre, plus le pays était considéré comme civilisé, etc. Ça n'est plus vrai. Et je pense que maintenant, je vais vous en donner quelques exemples, pas mal même, je pense que paradoxalement, le médiatique est devenu un adversaire redoutable de la démocratie. C'est-à-dire que nous sommes désormais face à des flux qui arrivent 24 heures sur 24 du monde entier, à la vitesse de la lumière, des flux d'informations, c'est-à-dire d'images, de textes, de cinéma, etc., qui nous assiègent littéralement, à telle enseigne qu'un essayiste américain, Roy Ascott, avait parlé du deuxième déluge. L'information nous tombe littéralement sur le dos, et sur le dos de nos dirigeants, de tous bords, médiatiques et tout. Nous sommes face à ce flux, et pourquoi c'est redoutable? Parce que ce flux, nous n'avons plus les moyens de le contrôler. Je pense que vraiment, la plupart des Français n'ont vraiment, mais vraiment plus confiance en tout ce que nos politiciens disent. Là, on a une personne qui est passée juste avant vous, mais franchement, on nous prend vraiment pour des ânes. Il a raison. On nous prend vraiment pour des ânes. Les politiciens, comme tout le monde, moi je vous le dis, c'est juste que là, on nous prend pour des imbéciles. Pareil pour ce qui se passe par rapport au vaccin. On nous trouve un vaccin en 2 mois, comme si on avait trouvé une boisson. Un des maires de Nice, je crois que c'est le maire de Nice, quand il a eu le Covid, tout de suite, il a pris la chloroquine ou je sais pas quoi. Ouais. Christian Estrosi. Donc, faut qu'on arrête. Donc, moi, je pense que la première des choses qu'ils devraient faire, et comme vous l'avez dit, les autres pays l'ont montré, c'est les gens qui nous gouvernent, déjà, quand ils nous parlent, ils ne nous prennent pas pour des imbéciles. Parce que là, le confinement, vous sortez pas après 20 heures, le virus, il apparaît, le virus, il est enfermé toute la journée, et le virus, il sort à 20 heures. Moi, non, il sort pas à 20 heures. Non, mais c'est une façon globale de parler, madame. Vous m'avez compris, Les bars qui sont toujours fermés. La caissière qui dit bonsoir quand on dit bonjour. Le Covid. Les gens qui disent la Covid. Les impôts. Le couvre-feu. Les gens qui roulent à 90 quand c'est 110. Oh, on me fait chier avec ça. Tout ça pour passer quoi? Une merde encore? Oh, ce que c'est chiant, ces gens-là sont d'un chiant. Dis donc, t'arrêtes de gueuler, René. T'arrêtes de gueuler, bordel. Que j'emmerde les boycotteurs. Macron va certainement la gagner, compte tenu de tous les appuis qu'il a. Il ne peut pas perdre. C'est quoi les appuis qu'il a? Ça veut dire quoi, ça? Qu'est-ce que ça veut dire? Il a Patrick Drahi, que vous connaissez bien, BFM TV. Oui. Comment vous pouvez RMC, l'Express, Libération. Il a Bernard Arnault, le Parisien, les Échos, Xavier Niel. Patrick Drahi, d'ailleurs, qui est une entreprise luxembourgeoise. Jean Lassalle, je voudrais qu'on puisse poursuivre. Donc Xavier Niel est le patron du Monde. Il y a cette question très importante ce matin. Vous pouvez refuser de répondre et ensuite dire que c'est la faute des autres. Mais ce matin, vous avez la parole et vous pourriez l'utiliser. Zemmour. Vous voyez l'équilibre, comment ça se fait. Alors Jean Lassalle, sur le pouvoir d'achat, c'est aujourd'hui. Vos amis qui ont parlé avec vous ce matin sachent tous ces détails. C'est la vérité. Alors après, vous pouvez me poser toutes les questions. Cette campagne est pourrie. Pour une fois, pas parler politique parce qu'on savait qu'ils étaient d'une lâcheté crasse, et j'en fais partie parce qu'il y a longtemps que je suis en politique, mais on savait pas que les journalistes l'étaient autant lâches. Et qu'ils sont capables, oui, d'une lâcheté. On est lâche aujourd'hui. D'une lâcheté. Je vous pose des questions, vous n'y répondez pas.
Écoutez, et c'est moi qui suis lâche? Oui, pas vous toute seule. Il a raison. Il a raison. Et à travers Emmanuel Macron, ses grands intérêts financiers auraient le pouvoir. Et d'ailleurs, c'est très simple. Posez-vous une question. Pourquoi ces heures et ces heures de télévision en direct? Pourquoi ces couvertures de magazines? Le soleil vient de se lever, encore une belle journée, et il va bientôt arriver, la mi-ricorée. D'ici là, je vous souhaite de passer une très bonne nuit pleine de beaux rêves et vous dis à demain soir sur FR3. Connard! Oui, c'est insupportable! C'est insupportable! La tienne, pauvre crétin, va! C'est moi qui avais raison, pauvre truc. Je sais, t'as toujours raison. Bon, non, mais en l'occurrence, franchement, excuse-moi, mais... Je sais pas, on est des maboules! Comment voulez-vous que les gens s'entendent? Oui, mais un peu là, il aura su parce qu'enfin il critiquait. Le spectacle supplante l'information. Ce qui compte par rapport à une information, quelle qu'elle soit, y compris quand il s'agit de la guerre, pour que l'information soit vendable, qu'elle trouve des clients sur n'importe quelle chaîne de télévision ou même dans les journaux, il faut qu'elle soit mise en spectacle. La société du spectacle, Guy Debord, ça remonte à très longtemps, mais nous y sommes en plein. Il faut qu'elle soit scénarisée, si j'ose dire, et scénarisée de la manière la plus primaire possible. Bon, vous savez que le générique d'un journal d'info, il doit suggérer l'angoisse, le suspense. Alors vous cherchez une musique de film qui fait peur. Par exemple, Les Dents de la Mer, c'est une bonne idée. Elle a été composée par John Williams en 1975. Personne n'ira penser que vous êtes allé chercher votre inspiration de ce côté-là. Alors, dans la bande originale, il y a une mélodie qui est récurrente. Sachez la repérer. Écoutez bien. Voilà la mélodie. Voilà. Vous isolez ce passage. Ouais. Vous coupez les premières notes et vous changez un petit peu la tonalité. Vous montez de 3 demi-tons. On écoute ça. Voilà, ça c'est toujours Les Dents de la Mer. Maintenant on va faire plus angoissant. Il faut ralentir toute la phrase. On maintient le rythme avec des contrebasses et des violoncelles. Toum, 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 toum. On ponctue avec des timbales. Ça donne ça. Voilà, là il y a bien le mélange des deux. Il y a un peu le Dents de la Mer et un petit peu des violons qu'on a fait monter. On baisse les cuivres, on monte les cordes, on fait une accroche avec un crescendo de violon, et puis surtout du volume, il faut que les murs tremblent de peur. Le séparatisme, et soyons clairs, hein, il y a un seul séparatisme à l'œuvre en France, donc on va parler clair, c'est le séparatisme islamiste, et il veut isoler les musulmans, les séparer du reste des Français, qu'il désigne justement comme les Français ou comme des mécréants. Ce sont des terroristes! Ils sont nuisibles à la société! Il faut les détruire! Il y a M. Ted Turner, qui était le créateur de CNN, qui avait un jour dit, mais il ne savait pas à quel point, on se souviendrait de sa phrase, il avait dit, il faut comprendre qu'à la télévision, il ne peut y avoir qu'un méchant à la fois. Donc, pour que la télévision puisse concurrencer le western, il faut qu'il y ait un méchant qui se bat contre un bon. Et à la fin, le bon gagne. Vous comprenez ? Ça veut dire que l'actualité internationale doit être présentée de cette façon-là. Mais l'actualité internationale, elle n'est jamais comme ça. Il n'y a jamais un méchant complètement méchant et jamais un bon complètement bon. L'information, elle se situe dans les zones intermédiaires, dans les zones grises. Quand cet imbécile de George W. Bush Jr., vous vous souvenez, en 2003, quand il a voulu partir en guerre en Irak, pour des raisons mensongères, sans s'imaginer qu'il allait mettre le feu au Proche-Orient, le feu qui dure encore aujourd'hui. Dieu merci, c'était pas particulièrement un électeur de Jacques Chirac, mais il faut reconnaître le mérite à Jacques Chirac de nous avoir empêchés de nous aventurer dans cette aventure pathétique.
Il a les bras grands ouverts, de part et d'autre de lui, il a les peshmerga qui sont eux en tenue traditionnelle et il se hisse légèrement sur la pointe des pieds pour avoir l'air un peu plus grand que ses amis. Donc bon, ça a provoqué l'hilarité générale sur les réseaux sociaux, mais ce n'est pas la première fois qu'on jette la pierre à Bernard-Henri Lévy pour une photo où on l'accuse de mise en scène. Il y en a une qui date de 1992 où là, il répondait à une interview d'un journaliste à Sarajevo pendant le siège de la capitale bosniaque. Et donc, il est derrière un muret, en train de répondre aux questions. Et un an après, en 1993, le Canard enchaîné avait révélé un autre cliché de cette scène, avec un angle un peu différent, où on voyait derrière le muret marcher 2 soldats canadiens, tranquillement, qui mettaient un peu en doute la position de Bernard-Henri Lévy, qui faisait semblant ou pas, en tout cas, de se cacher de tirs serbes. Bon, il s'avère que la photo avait beaucoup fait rire en 1993 de Bernard-Henri Lévy. Je déteste la guerre et elle me fait horreur. Qui veut parler? Moi je voulais parler. Qui veut parler? Donc vous avez parlé. Non, j'ai rien dit, ça c'est incroyable. Bon. Dernière question justement, est-ce que vous voulez vous engager davantage pour l'Ukraine? Est-ce que vous avez des projets en tête de ce point de vue-là? Écoutez, je vous dis honnêtement, si j'avais pas eu d'enfant, je serais venu. Pourquoi faire? Pour être à leur côté. Quand vous dites pour être à leur côté, c'est de l'aide humanitaire, mais on voit certains Français qui viennent ici et d'étrangers pour se battre. Hein, si j'avais pas d'enfant, je serais là. Le champion de la lutte anticorruption est rattrapé par ses liens avec un sulfureux milliardaire, l'oligarque Igor Kolomoïski. Il est notamment inculpé aux États-Unis pour avoir détourné plus de 5 milliards de dollars de sa propre banque. Igor, il est connu, on l'appelle Benia dans le jargon de Kiev. Benia Kolomoïski, il est soupçonné de beaucoup de choses. Il est recherché par les Américains. Quand Zelensky a dit « je veux devenir président », et là, Igor Kolomoïski a dit « je te donne autant d'argent que nécessaire, gagne cette élection contre mon ennemi juré qui était président Poroshenko à l'époque ». Il évolue depuis des années dans l'entourage du président ukrainien. C'est d'ailleurs sa chaîne de télévision, 1+1, qui a contribué à rendre Zelensky riche et célèbre en diffusant ses programmes. Mais dans un documentaire diffusé à l'automne dernier, une journaliste d'investigation révèle la preuve de virements opaques. Les Pandora Papers montrent qu'au moins une fois en 2012, une compagnie offshore affiliée au groupe 1+1 appartenant à Kolomoïski a versé plus d'1 million de dollars à une autre entreprise offshore appartenant à Zelensky et à ses amis. Ultime embarras, l'enquête mondiale sur les Pandora Papers éclabousse le président ukrainien. Lui et son entourage auraient caché des millions dans des paradis fiscaux au travers de sociétés offshore. Tout ça lui coûte cher dans le cœur des Ukrainiens. Mais ce qu'ils attendent surtout de lui, c'est de tenir bon devant son inquiétant voisin. Ce champion anticorruption est pris la main dans le sac. Lui et ses proches auraient caché des millions d'euros dans des paradis fiscaux. Au début de son mandat, Zelensky a fait beaucoup d'erreurs. Il a baissé en popularité et perdu beaucoup de ses soutiens. Mais aujourd'hui, il joue le rôle de sa vie, celui d'un chef d'État, barbe de 3 jours et veste kaki, sous la menace d'une 3e guerre mondiale. Quand vous dites pour être à leur côté, c'est de l'aide humanitaire, mais on voit certains Français qui viennent ici et d'étrangers pour se battre. Hein, si j'avais pas d'enfant, je serais là. Et pour qui vous vous prenez? Vous êtes là, vous faites le représentant de la société civile, alors que ça se trouve l'année dernière vous payez l'ISF et vous venez nous dire là si on connaît les gens ou pas. Vous vous rendez compte de la violence sociale que c'est le moment que vous avez fait vivre tout à l'heure aux gens, de leur dire quoi faire et faire des élections et faire un parti, etc. C'est votre profession. Monsieur, c'est pas ma profession, je suis pas élu. Vous avez votre propre magazine, votre magazine s'appelle Frustration. Je vais pas aller beaucoup plus loin sur votre état d'esprit, mais je vous dis honnêtement, vous n'êtes pas au contact des gens, ni vous, ni Mélenchon. Mais vous l'êtes peut-être. Je suis un citoyen
rien, moi. Je ne travaille pas dans ce domaine-là. Mais n'importe quoi. Mais regardez votre niveau de revenu, soyez réaliste sur vous-même. Et vous êtes là à donner des leçons à tout le monde. Non, je ne donne pas des leçons à tout le monde, je donne des leçons à vous. Mais qu'est-ce que vous avez fait tout à l'heure? Vous avez dit, les Gilets jaunes doivent faire ceci, ils doivent présenter leur truc aux élections européennes, etc. On me demande ce que et ensuite, vous faites des leçons aux politiques. Sérieusement, mais balayez devant votre porte. Mais pour qui vous vous prenez? Que répondez-vous à ces attaques? Monsieur Truchot, c'est pas des attaques, c'est vos attaques. Vous êtes journaliste ou vous êtes procureur? Vous êtes quoi à la fin? Vous êtes journaliste ou vous êtes un adversaire politique? Laissez-moi terminer parce que je suis en colère. Oui, les irresponsables, c'est vous, Monsieur Truchot. D'accord. C'est vous, Monsieur Truchot. Très bien. J'ai entendu, merci, Monsieur Bayou. On a compris des diversions. On a compris votre colère. Faites votre travail de journaliste. D'accord. Alertez sur le dérèglement climatique. Écoutez la science. On est plusieurs journalistes ici. Merde les francs-maçons. Voilà, écoutez, on a un peu tout le monde sur la place. Excusez-moi, laissez-moi travailler. Ouais. Avant de vous dire quoi que ce soit sur la proposition du gouvernement grec, je dois vous dire que la propagande que vous faites vous-même actuellement, à l'instant même où je vous parle, par l'intervention de l'invité précédent dont j'ai entendu un extrait de son intervention, est inadmissible, elle est irrespectueuse. C'est vraiment, ce sont des mensonges. Vous savez, moi, j'ai toujours évité, pendant ma vie d'artiste, de donner des interviews à la télévision parce que je considère que les médias sont vraiment vendus à des intérêts financiers et je crains bien que c'est le cas aussi de BFM TV. Je vis en France et je vois depuis des mois et des mois le dénigrement du gouvernement grec et du peuple grec qui est opéré par tous les médias dont le vôtre, BFM TV. Je voulais espérer que maintenant ça serait une autre attitude, une autre éthique. Or, je constate que votre éthique vraiment est la même, reste la même. Vous ne changez pas. Alors, je n'ai plus envie de vous parler. Ça me gêne d'entendre le ton que vous utilisez. Il y a une période très difficile, on nous bourre le crâne avec tout ce qui est les cheminots, les enseignants, etc. Privilèges, machin. Le vrai problème, il n'est pas là. S'il y a des avantages, je suis pas sûre que ce soit ceux des cheminots ou des enseignants. Il faut peut-être chercher ailleurs, on est en train de nous détourner. Et là, Ce que vous voulez dire, c'est que malgré les conditions de circulation, vous soutenez le mouvement? Ah mais totalement, parce que je pense que c'est un projet beaucoup plus profond de société. Où sont les vrais intérêts? Quels sont ceux qui en profitent vraiment? Quels sont ceux qui galèrent? Et regardez là, vous dites, vous aviez un ton. Alors non, justement, et ce que l'on explique, madame, et c'est ce qu'on va expliquer à l'antenne, c'est que comme vous, justement, malgré le 16e jour de grève, la majorité des Français continuent comme vous à soutenir le mouvement, et c'est ce qu'il faut aussi expliquer dans ce mouvement qui est très important. Vraiment poser les vraies questions. La chasse au scoop est beaucoup plus importante que la chasse à la vérité. Et tout le monde accepte ça de manière presque naturelle, parce que nous avons été incroyablement influencé par ça. J'avais écrit un jour une chronique, mais il y a longtemps, qui s'appelait « La vérité devrait bien pouvoir attendre un quart d'heure ». Non. La recherche de la vérité ne peut plus attendre 3 minutes. Parce que si BFM donne l'information avant CNews ou avant France Info, c'est une catastrophe. Que l'information après soit faute ou inexacte, quand on s'en rendra compte, ça sera trop tard, ça n'intéressera plus personne. Il n'a pas de proposition, ceci, cela. Il n'a pas dit combien il allait augmenter ceci. Les pompiers, on les castagne, et donc les pompiers appellent les policiers à la rescousse. Et là, c'est ça qu'attendent tous ces jeunes voyous. Ils attaquent la police. C'est le monde à l'envers. C'est-à-dire que ce n'est pas la police qui va chercher les voyous, c'est les voyous, les racailles qui provoquent des guet-apens et pour attaquer la police. C'est un coup de pouce pour le porte-monnaie des Français, ou plutôt pour leur épargne. Le taux du livret A passera dès le 1er août de 1 à 2%. Oh, on va être riche. Plus de 1000 milliards d'euros, 1001 milliards précisément, eh bien ce chiffre colossal est le montant cumulé des patrimoines des 500 plus grandes fortunes françaises. Alors 1000 milliards, qu'est-ce que ça représente? Une somme colossale qu'on a du mal à s'imaginer. Eh bien c'est 40%, près de la moitié du PIB français, et c'est 2,5 fois le budget de l'État en 2022. Comme Noël, je m'en fous.
Pâques, je m'en fous. Le Ramadan, je m'en fous. Vous êtes amoureux de vos fleurs, quoi? Non, même pas, je m'en fous. Même pas aussi. Là, même les médias n'osaient pas prononcer cette expression de grand remplacement. Et aujourd'hui, c'est une expression qu'on entend sur toutes les chaînes. Surtout sur CNews. Bien sûr, parce que, encore une fois, le grand remplacement, c'est quelque chose d'extrêmement marginal. C'était une idéologie qui était portée. Attendez, Bertrand, un instant. Juste, Aurélien Lecoq, c'est débile de dire ça. Non, c'est la réalité, je suis désolé. Mais pourquoi sur CNews, ça n'a pas de sens? Qui a hébergé Éric Zemmour pendant des années? Qui a ouvert l'antenne en permanence? Oui, mais attendez, là, il s'agit pas que... Au bout d'un moment, c'est débile. Non, mais attendez, monsieur Morandini, je suis désolé, il ne s'agit pas que de la parole des invités politiques, il s'agit y compris de la parole des éditorialistes. Raisonner en permanence sur les fake news, ça permet de laisser de côté et d'édulcorer les deux grands domaines de fake news qui sont la propagande politique et la publicité. Vous avez remarqué, qu'est-ce que c'est qu'une propagande politique? C'est une fake news, en permanence. Et ça, tous les gouvernements la pratiquent, qu'ils soient de droite, de gauche, du centre, etc. Et ils pourront le faire en toute impunité. Et quand j'entends dire qu'on prépare une loi sur les fake news, venant du gouvernement, je tremble. Comment vous dire? Vous comprenez ce que je veux dire? Vous n'allez pas demander à... Vous n'allez pas demander à un voleur de vous garder le coffre-fort chez vous. Ça colle pas, quoi. Alors à signaler tout de même, et cela doit être pris au sérieux, des journalistes, et parmi eux des journalistes de BFM TV, ont été la cible de comportements inacceptables dans certains rassemblements. Ça a été notamment le cas ici pour notre équipe de Toulouse, prise à partie par plusieurs dizaines de personnes qui scandaient des slogans haineux. Des faits pour lesquels BFM TV va porter plainte. La direction de la chaîne condamne ces comportements et apporte tout son soutien à l'équipe toulousaine. Oh, on me fait chier avec ça. Il n'a pas de proposition, si cela. Il n'a pas dit que... Non, j'ai rien dit, ça c'est incroyable. Que votre éthique, vraiment, est la même, reste la même. Vous ne changez pas. Alors, je n'ai plus envie de vous parler. Vous aviez un ton. Alors non, justement, et ce que l'on explique, madame, et c'est ce qu'on va expliquer à l'antenne, c'est que comme vous, justement, malgré le 16e jour de grève, la majorité des Français continuent comme vous à soutenir le mouvement, et c'est ce qu'il faut aussi expliquer dans ce mouvement qui est très important. Vraiment poser les vraies questions. Que vous écoutiez BFM, que vous écoutiez France Info, chaîne publique, chaîne privée, même pensée, même discours. Tranquillou bilou.